Merci Kadour de m'aider et de nous aider à démarrer ce forum social local à Roubaix pour une économie de l'entraide. Et donc pendant 2 jours, on va essayer de faire tourner nos neurones pour penser le monde dans lequel on est et comment on peut s'en sortir. Et comment on peut tenter de s'en sortir. Et donc on va faire une petite intro, si tu es d'accord Kadour. On a appelé ça politico-poétique. Et donc, parce que l'Université populaire, c'est une association qu'on a créée en 2004 sur un constat, c'est qu'on avait perdu nos savoirs politiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, savoir politique? Ça veut dire la capacité à échanger, à parler entre nous, à débattre sans se battre, à pouvoir exprimer une contradiction sans que la personne en face de vous quitte la table ou dit « oh là là, on n'est pas d'accord ». Donc c'est ce travail-là qu'on ne fait plus. Et donc voilà, et aujourd'hui, poétique, parce qu'il nous faut imaginer un autre monde. Il nous faut faire travailler notre imaginaire. Aujourd'hui, on est pris dans une société, dans un modèle. On est tous super occupés, super attachés je dirais, à faire notre boulot, à s'occuper de sa famille, tout ça. Donc comment on dégage du temps pour penser autrement? Parce qu'il nous faut penser totalement autrement aujourd'hui. Et donc c'est sur cette base qu'on vous propose cette introduction, et on va essayer de dialoguer voilà, et vous présenter le programme des 2 jours en fait. Parce qu'en fait, ce programme, on l'a construit à partir d'échanges de savoir que l'Université populaire a mené depuis son origine. Et dire, voilà, il y a des savoirs qui ont tout de même émergé dans nos rencontres, dans nos discussions, et comment ces savoirs peuvent vraiment faire basculer peut-être Roubaix dans une économie de l'entraide. Alors, la question c'est pourquoi l'entraide? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entraide? Eh bien, en fait, l'entraide, c'est différent de la solidarité. C'est un peu différent de la solidarité. Ça rejoint ce que je disais sur les savoirs politiques, c'est-à-dire ça demande d'aller vers l'autre, c'est-à-dire de se recoltiner l'autre. Et on nous a appris, enfin le monde tel qu'il a évolué nous a appris l'inverse, c'est-à-dire que la relation avec l'autre, c'est difficile souvent. Ça a souvent été support de violence, et on a géré ça, nos relations, par l'économique, par l'argent. Et donc, ça nous a mis à distance les uns des autres. Les biens, les services s'occupent de tout. On n'a plus besoin de discuter avec son voisin pour négocier du sel, pour manger. On paye et l'argent est libératoire, c'est-à-dire que bon, la caissière à qui vous achetez ce que vous avez, bon, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour cette personne, puisque vous payez, c'est tout. Il n'y a pas de relation autre qu'une relation marchande. Et aujourd'hui, si on veut faire une économie de l'entraide, ça veut dire qu'il faut reconstruire des relations différentes que simplement un échange marchand. Il faut démarchandiser nos relations. Et donc c'est cette idée-là qu'il y a derrière l'économie de l'entraide. Et l'autre idée, c'est de dire il y a déjà dans Roubaix un potentiel d'entraide, parce qu'il y a une pauvreté qui a été permanente dans cette ville, et il y a déjà des gens qui sont plus dans le modèle marchand en fait, et qui ont pas de pognon, et pour qui c'est difficile de faire fonctionner le modèle marchand, d'être dans l'emploi, de trouver un emploi CDI, d'être dans la consommation. Donc les gens se sont débrouillés, organisés autrement. Il y a une forme d'économie de la subsistance qui s'est construite à Roubaix et qui peut-être peut devenir une économie de l'entraide. Cette économie de la subsistance et de l'entraide qui existe, elle peut être aussi une économie de la violence et de la domination. C'est pas tout gentil, tout beau, tout rose. Mais donc c'est ces questions-là que nous on voudrait transformer, soit
cette économie, elle part dans les mafias et la violence, soit au contraire, elle part dans la solidarité avec tout le tissu associatif, les travailleurs sociaux qui sont en contact avec cette grande partie de la population roubaisienne qui vit avec des minima sociaux. Et donc c'est cette économie-là qu'on veut consolider et qui nous permettra de faire face à la situation catastrophique dans laquelle on est. Et là, je voudrais prendre juste 2 minutes pour rappeler, parce qu'on dit oui, c'est catastrophique, on est tous d'accord, mais dire tout de même dans quelle situation on est. Alors, je vais ressortir 2 trucs qu'on a souvent sortis à l'UPC. Deux petites images, voilà, qui sont pas affichées, mais voilà, ça c'est, hop, voilà, donc ça c'est le truc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Donc c'est, attends, je vais montrer un peu, ouais, pour Cadour peut-être qu'il voit vite fait, voilà. Donc ça c'est toutes les ressources et tous les grands écosystèmes et toutes les relations économique, et donc il y a plein de graphiques comme ça, donc c'est sur les gaz, les forêts, l'eau, le papier, enfin il y a plein de les transports, la consommation, et en fait la seule chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les courbes sont exponentielles, c'est-à-dire que depuis 1850 on a détruit une énorme, l'ensemble de nos écosystèmes, et on a porté dans un niveau de saturation tous les grands écosystèmes terrestres aujourd'hui qui régulent le climat, qui régulent tout. Donc ça, c'est l'Anthropocène. Et puis le problème dans lequel on est, on sortait ce schéma-là qui a bien servi, vous voyez, dans le truc, depuis 2015, on balance ces trucs-là. Et voilà, bah, ça c'est la difficulté dans laquelle on est. Mais en noir, la colonne, les 3 trucs, là en noir, c'est pétrole, gaz et charbon. C'est ce qui est toutes les réserves disponibles, facilement accessibles. Il y en a encore, mais plus compliqué. Et là, c'est le budget qu'on peut consommer encore au niveau mondial pour rester en dessous des 1,5 degré de dérèglement climatique. Donc si on va au-delà de ça, eh donc il faut laisser dans le sol toutes ces matières-là. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça pour éviter des désordres comme on connaît aujourd'hui. Alors ce qu'on connaît aujourd'hui, les pays du Sud, ce qu'on appelle le tiers-monde, le connaissent depuis un siècle. Mais on s'est habitué, c'est loin, toute cette situation-là. Aujourd'hui, on commence à voir que nous allons devenir comme un pays du Sud. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on voit que le problème est global, et en plus, il est irréversible, et il est... voilà. Donc, la question qui est aujourd'hui devant nous, c'est que on va passer, c'est quasiment certain qu'on va franchir le seuil des 1,5 degré de dérèglement climatique qui va nous entraîner dans des situations catastrophiques. Et je voudrais appuyer là-dessus. Moi, je lis la presse régulièrement, et il y a 3 trucs, par exemple. Bon, en Antarctique, on continue, la fête continue, hein, mais en Antarctique, il y a près de 500 forages ou projets de forage pour aller essayer de chercher des minéraux. Voilà. Il y a plus de 250 bombes carbone, c'est-à-dire on a répertorié tous les projets de ressources fossiles dans le monde. Et donc, voilà, donc il y a des projets de mines, des projets d'installation de toutes sortes pour continuer. Les énergies fossiles sont subventionnées et on continue à faire ça. Avec la guerre, on voit qu'on relance le charbon. Enfin, voilà. Donc, on est dans une situation où on va pas réussir. Donc, le problème n'est plus tellement l'atténuation pour rester en dessous des 1,5 degré, même s'il faut bien sûr continuer. Ça va être l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut commencer à penser comment on va résister à des situations de pénurie, à des situations de rationnement, comment on va s'organiser pour que ça ne soit pas la guerre. Et donc c'est cette question-là que nous, on a envie de travailler et de discuter. Et on pense qu'à Roubaix, peut-être qu'on a des savoirs qui peuvent aider à bâtir une autre économie de la sobriété et du rationnement.
C'est lourd. L'écologie, comment tu vois ça? La famille, ça va? Non, alors bonjour, je suis content et honoré d'être ici parmi vous. Je peux moi apporter juste un petit témoignage, voilà, ça vaudra ce que ça vaudra, et puis essayer de rebondir sur quand tu dis des choses qui m'alertent, enfin qui me font tilt. Tu disais au tout début comment on va s'en sortir, et je pense que c'est une question quand tu nais, que tu grandis à Roubaix. Voilà, je pense que beaucoup de gens se la sont posées à un moment donné. D'abord individuellement, tu disais voilà, on part de, j'allais dire chronologiquement dans nos vies, c'est à un moment donné, on grandit dans cette ville et dans ce. On ne connaît pas encore, j'allais dire, le merdier globalisé, mondialisé, mais on voit déjà qu'autour de nous, c'est pas la fête, ou c'est la fête, ça dépend comment on voit les choses. Mais et on se dit ouais, comment on peut s'en sortir, comment je peux m'en sortir, comment on peut s'en sortir. Et c'est peut-être la première question qu'on se pose, mais au final, on se rend compte dans nos parcours au fil des ans que bon, qu'on ne sait pas comment on va tous s'en sortir, et que finalement c'est pas, j'allais dire, c'est pas ça qui compte, mais c'est vraiment ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chemin, et comment on apprend, oui, à être heureux, à être ensemble, à construire des choses, à semer, enfin voilà, des petites choses toutes simples, et on apprend une certaine philosophie de la vie, du combat, de la solidarité, de l'entraide, et on se rend compte que, bah oui, Roubaix, comme tu dis, vivre ensemble, construire ensemble, se battre ensemble, c'est pas facile, c'est pas, on le sait, on a tous, pour celles et ceux qui ont vécu, qui ont grandi dans cette ville, des exemples multiples. Moi, je parlais de ma compagne qui travaillait ici dans cette école, quand c'était une école, et qui me racontait des histoires, voilà, comme on peut en vivre et en voir dans nos quartiers, et particulièrement ici à l'Épaule. Donc c'est pas simple, c'est même parfois extrêmement compliqué et complexe, et en même temps, on sent que c'est ce qui vibre en nous. On sent que c'est là où ça prend un sens. Moi, je sais que, je reparle de ma compagne quand elle travaillait ici, elle disait « Là, je fais mon métier. Là, j'ai l'impression de faire mon métier d'enseignante, de mise en lien, voilà, tu retrousses les manches, des fois tu reviens, des fois tu es à bout, des fois... Et en même temps, c'est là où ça prend sens, c'est là où ça vibre. Nous, c'est vrai que quand on prend l'exemple d'hier, de ce moment-là, c'est le Roubaix qu'on aime, quoi, de voir tous ces gens qui sont tellement différents, on les voit presque, on les devine, presque ils se dessinent à travers chaque personne, leur parcours différent, et qui fait qu'ils sont dans un même lieu, au même endroit, et qu'ils sont heureux d'être ensemble, de danser ensemble. Et c'est ça le chemin, c'est comment on apprend même voilà, à danser sur cette terre, dans cette vie. Tout ça, c'est des rêveries, c'est des utopies, c'est des choses de l'ordre de, certains diront de la folie, et en même temps c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, avec ce qui vibre en nous, et ce qui fait qu'on a envie de faire société. Et donc je continue un peu à rebondir un peu sur ce que tu disais, comment on peut réinventer des choses. Moi j'ai l'impression que on peut être beaucoup avoir cette impression-là, de se dire bon, il y a quelque chose qui a merdé en chemin. C'est-à-dire que bon, dans l'histoire, si on a besoin, on a besoin de poètes, mais on a besoin d'historiens, on a besoin de gens qui vont nous dire bon, il y a eu une histoire de nos sociétés. Moi, pareil, hein, là on est dans une ancienne école, donc c'est peut-être la thématique du matin, mais je reprends ce qu'on m'a appris à l'école et des choses auxquelles j'ai cru, et auxquelles on a été, certains diront bah ouais, mais t'as été naïf de croire ça, mais voilà, on nous parlait de droits humains, on nous parlait de liberté, on nous parlait de démocratie. Et aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on se dit, mais sur les grands choix majeurs, quand est-ce, c'est une question, hein, peut-être que je m'égare avec ma réponse, mais quand est-ce qu'on a été interrogé, nous, en tant que citoyens, sur des grandes questions majeures qui allaient conditionner notre société, notre pays, ou notre ensemble de pays, ou notre ville, pour des années, des décennies et des générations.
c'est quand la dernière fois où vraiment sur un sujet de grande importance, on a été consulté et on a pu à un moment donné discuter, débattre, s'exprimer, donner notre avis et puis trancher. Enfin, c'est ce qu'on pourrait avoir comme conception de la démocratie. Donc c'est qu'on sent bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on a perdu, il y a un fil qu'on a perdu dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui s'est dévoyé et qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah ouais, on a l'impression qu'il faut tout reconstruire, réimaginer, et peut-être qu'à un moment donné, on peut aussi se retourner dans notre histoire, dans nos histoires, de se dire, bah là, le dernier caillou, là on était bien, là on a foiré, là ça c'était quelque chose dont on peut s'inspirer. Et effectivement, il y a aussi des rêveurs, des poètes, des fous, et puis des gens très, très concrets, des architectes, pour pouvoir reprendre les choses dans ce merdier globalisé, revenir au local, revenir de se dire, bon, qu'est-ce que autour de nous, chez nous, on peut commencer à mettre en exergue, à mettre en pratique, à mettre en alternative, en expérimentation, pour pouvoir... Alors je ne sais pas si on va pouvoir éviter, j'allais dire, toutes ces catastrophes annoncées. Enfin, il y a plein de gens qui réfléchissent, je vais pas... à dire, bon, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Enfin, c'est des grandes questions. Est-ce qu'on peut encore changer le cours de ce dérèglement climatique, la biodiversité enfin voilà, tous ces schémas-là, il y a des gens, des chercheurs qui disent, bon ben, le point de non-retour est dépassé, donc qui disent, maintenant on peut encore faire des choses, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, oui, il va falloir qu'on expérimente des choses pour à un moment donné faire preuve d'entraide de façon très, très concrète, très locale, pour pouvoir à un moment donné se dire comment on se sort de tout ça. On revient toujours là-dedans. Est-ce qu'on s'en sort les uns, chacun pour sa gueule, enfermés, et puis même les uns contre les autres, ou est-ce qu'on invente quelque chose au-delà de l'économie, mais qui est autour de cette idée de l'entraide et de se dire qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour se dire voilà, c'est deux chemins qui vont être très, très différents, et c'est à nous de choisir un chemin et d'essayer de faire en sorte que le plus de gens possible aient envie de prendre ce chemin, quoi. Et donc le chemin que nous, on a envie de vous proposer de travailler, c'est celui de l'adaptation locale, c'est-à-dire on va, de toutes les manières, il y a une forte probabilité qu'on soit dans des situations catastrophiques, voilà. Et donc comment on réagit en situation de catastrophe? Et donc on a bossé sur ces questions-là à l'UPC régulièrement. Et donc qu'est-ce qu'on sait? On sait 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'on sera pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'il va falloir être agile, il va falloir prêt à rebondir. On ne peut pas faire de la planification, mais il faut avoir de la ressource localement pour pouvoir résister à une catastrophe. Se développe en situation de catastrophe 2 choses. L'entraide, qui est souvent minorée, alors qu'elle est très très forte, et il peut y avoir aussi la violence. Et on dit la même chose des quartiers populaires, il y a souvent plus de solidarité et plus de violence dans ces quartiers-là, parce qu'il y a des savoirs justement de gens qui sont en situation difficile. En fait, l'entraide se développe en situation de pénurie et pas en situation d'abondance. C'est contre-intuitif peut-être, mais c'est cela. Et donc, quand il neige, tout ça, qu'on ne peut plus prendre sa bagnole, qu'on parle à son voisin. Et donc c'est cet espoir-là qui peut nous retenir. Et on survivra, on continuera à vivre par les relations d'entraide que l'on aura nouées dans la proximité. C'est l'hypothèse qu'on vous propose de discuter. C'est-à-dire qu'avoir des amis à 500 bornes ne sera peut-être pas très utile le jour où il n'y aura plus d'énergie ou plus de moyens de locomotion ou des choses comme ça. Par contre, bien s'entendre avec son voisin qu'on ne peut pas blairer, qui vote Front National, ça va peut-être devenir stratégique. Quand il y aura des difficultés, on voit une tension sur l'alimentation, comment ça peut dégénérer relativement vite. Et face à ces questions-là, c'est aussi des questions politiques, c'est-à-dire que le zéro déchet, la ferme du Trichon et la Cagette, c'est sympathique, mais ça ne suffira pas. Les éco-gestes, c'est important, c'est bien, mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas des politiques publiques qui nous aident et qui nous permettent de modéliser, par exemple, l'autonomie alimentaire d'une ville comme Roubaix.
Par exemple, la capacité d'accueil de flux migratoires d'une ville comme Roubaix, et puis dans la métropole, hein, mais voilà. Et donc, il faut penser ces choses-là. Et aujourd'hui, les politiques sont coincés, ne le penseront jamais, parce qu'il faut se faire réélire, et que dire qu'il va falloir se rationner pour se faire réélire, c'est pas top, quoi. Et ils ne bougeront que s'il y a un mouvement citoyen, si c'est nous, qui, à la base, poussons pour que ces questions soient à l'agenda. Et c'est nous ce qu'on voudrait faire dans Roubaix. Aujourd'hui, on est un peu au bout du bout de ce qu'on fait avec la ville, et il faut qu'il y ait une pression plus forte et des convergences plus fortes entre le travail social, entre les associations, avec les populations les plus pauvres, parce que c'est les plus pauvres qu'il faut protéger en premier. On sait qu'en cas de crise, eh ben, ce sera eux qui vont déguster, enfin c'est toujours les plus pauvres qui dégustent, les plus riches ils vont réussir à s'esquiver. Et donc il faut absolument renforcer ce tissu-là. Mais aujourd'hui, les questions écologiques ne sont pas abordées de cette manière-là. Et donc nous, on propose dans ces 2 jours 5 thématiques qu'on va mettre en discussion avec vous, sur lesquelles on a déjà travaillé à l'UPC dans différentes rencontres, donc qui sont le quartier, le travail, l'association, la démocratie et la laïcité, qui nous semblent être 5 points clés avec des propositions qui peuvent nous amener dans une économie de l'entraide. Et donc, voilà. Donc la première, peut-être, je commence par là, le quartier. Le quartier, c'est-à-dire, le quartier on a pris un peu de distance avec le quartier par la mobilité extraordinaire qui nous a été permise par le pétrole. C'est qu'aujourd'hui, on peut habiter un quartier, mais on travaille ailleurs, on consomme ailleurs, on a des loisirs, des potes, des communautés partout, et en fait, on ne vit plus vraiment dans le quartier. On a, bon, c'est un peu de convivialité avec le voisin, bonjour, bonsoir, en sortant les poubelles, voilà. Mais on ne fabrique plus, on n'est plus ensemble, voilà. Et donc, il faut recultiver le quartier. C'est ce qu'on essaye de faire au Trichon, et on a besoin de votre aide aussi pour faire de ce quartier-là vraiment peut-être un laboratoire qui permettra ensuite de redonner envie aux habitants de faire des choses, de fabriquer des choses ensemble, des rues conviviales, de remonter des associations, de remonter des projets ensemble, de faire des repas de quartier, de faire des rues aux enfants, de faire toutes ces petites choses-là qui vont nous permettre de vraiment se connaître et être dans l'entraide. Donc cette idée de quartier, voilà. Et donc ça veut dire qu'on sort, il y a 3 propositions, c'est-à-dire qu'on voit complètement différemment l'urbanisme. On sort de la planification urbaine et on part des dynamiques des habitants pour retaper leur maison, pour réinvestir le quartier, et on accompagne ces dynamiques. Aujourd'hui, la rénovation urbaine et la politique de la ville, on n'arrête pas de dire, d'ailleurs tous les rapports le disent depuis 30 ans, que ça se fait sans les gens, ça se fait sans les habitants, voire contre les habitants. À Roubaix, quand on prend le Pile, l'Alma et les Peuls, on ne peut pas dire que ça soit fait avec la population. Donc comment on a un autre urbanisme qui accompagne des dynamiques d'entraide. Il y a plein de gens qui bricolent, il y a plein de gens qui retapent leurs baraques dans les quartiers. Comment aussi on coproduit les services publics. Aujourd'hui, dans la vie des quartiers, il y a des services publics qui sont importants. L'école, la police, la propreté, les acteurs culturels, enfin voilà. Comment ces services publics sont coproduits avec les gens, et aujourd'hui les services publics sont organisés de manière très verticale, et donc on ne peut jamais intervenir, on ne peut jamais participer et dire non, ou râler même, parce qu'on n'a jamais d'interlocuteur quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment on territorialise les services publics et on permet aux habitants de coproduire l'intérêt général. Comment on développe des politiques de prévention dans tous les domaines, notamment dans la santé, évidemment. On a un système hospitalo-centré qui est très coûteux, que seuls les pays riches peuvent se payer. Et donc, si demain on a des problèmes de pénurie, comment on maintient la population en santé sans forcément passer par un système hospitalo-centré. Comment on reconquiert la rue
aujourd'hui, la rue est occupée par la voiture. La voiture a pris toute la place dans la ville pour que la rue redevienne un espace de rencontre, de citoyenneté, et où on peut rencontrer son voisin. Il faut pouvoir accueillir des gens. Donc, comment on évite de faire des camps de réfugiés en périphérie des villes, et on fait de la ville accueillante, c'est-à-dire qu'on fait des logements qui peuvent accueillir une famille de réfugiés. Peut-être ça sera des Hollandais qui vont débarquer ici, ou des Dunkerquois, mais demain, s'il y a 10 000 personnes qui arrivent à Roubaix, on ne sait pas comment faire. Donc, comment on réfléchit ces questions-là, et puis la question alimentaire, puisqu'elle est stratégique, et c'est là-dessus que... Donc, comment on stocke, comment il y a des stocks alimentaires qui sont autre chose que les supermarchés, comment on stocke de l'eau, comment on stocke de l'énergie. Donc, toutes ces questions-là, elles ne sont pas du tout abordées. Normalement, il y a des plans de risques, d'anticipation des risques qui doivent être faits par les communes, mais il n'y a absolument rien sur les risques climatiques aujourd'hui dans ces schémas. Voilà pour le quartier Cadour. Ouais, oui. Non, la proximité, les relations. Oui, mais non, c'est parce que j'essayais à chaque fois de retenir des trucs que tu disais. Et la toute première chose, quand tu disais sur une situation de crise et de catastrophe, quels sont les schémas qui reviennent souvent, et tu dis qu'il faudra faire preuve d'adaptabilité, enfin, tout ça. Et pour moi, il y a un truc important. Je reviens là sur les 2 dernières années qu'on a vécues, mais pour moi c'était la même histoire au moment des attentats et de l'état d'urgence qui a suivi. Je pense qu'il y a pardon, excusez-moi. Et des catastrophes qui ont suivi, c'est l'histoire de la boussole et des boussoles. Moi je crois beaucoup en ça, parce que c'est des moments où il y a... Je veux dire, ce qui est facile pour nos dirigeants et pour nos sociétés, même pour nous en tant que citoyens, c'est de dire, bon ben voilà, il y a souvent c'est comme ça, quoi. Il y a un chef qui est là, qui va décider, et il faut faire vite. Et on n'a pas le temps de discuter. Il y a un état d'urgence, il y a une urgence, et on va faire des lois d'exception. Et là, moi, c'est là où je commence à sonner voilà, il y a une sonnette d'alarme à ce moment-là précis. C'est quand on nous dit on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de réfléchir, donc il faut qu'on décide, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et puis on nous met dans la condition de dire lui il sait, donc un tout petit nombre de personnes savent, nous on ne sait pas. Et là, ce qui peut valoir dans une situation à un moment donné, bon il se passe des attentats, il se passe une épidémie, quelque chose de tragique, ce qu'on est prêt à accepter pour 3 semaines, 3 mois, je pense de façon raisonnable, tout le monde, souvent se prolonge sur 3 ans, ou si on parle de l'état d'urgence des attentats, des lois, après c'est rentré dans la Constitution même après, certaines de ces lois. Et là je dis, quand je parlais tout à l'heure des 2 chemins, je pense vraiment à ça, c'est de se dire, moi en tout cas c'est la réflexion que je me suis faite ces 2 dernières années, c'est de se dire, c'est dans ces moments-là où il est facile d'oublier qui l'on est en tant que société, ce à quoi on aspire, et toute une histoire. L'histoire, voilà, je parlais de société de liberté, de société de démocratie, de débat, même parfois de débats, de controverses, et ensuite de choses qui peuvent être tranchées. Et c'est des moments où on peut très très vite, de façon extrêmement rapide, renoncer à tout ça. Si on prend l'exemple climatique, moi je fais partie de ces gens qui sont alertés et qui essaient d'être un peu sonneurs d'alerte depuis des années et regarder de façon étrange, bizarre et comme des hurluberlus. Mais imaginons, moi c'est une question, je sais pas, sur ce sujet qui pour nous est important, je pense qu'il y aurait un débat et on serait loin d'être tous d'accord. Est-ce que à ce moment-là, il faudra qu'il y ait des choses qui soient tranchées de façon presque, j'allais dire, dictatoriale par les gens qui sont au pouvoir, de dire, bon, à partir de maintenant, vous faites ça, parce que si vous ne faites pas ça, vous les gens, parce que si vous ne faites pas ça, si on ne fait pas ça, on va droit dans le mur, etc. Donc j'impose le fait que, sans discussion, sans débat. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Et est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on sera les uns d'accord, les uns pas d'accord? Moi, je sais que j'ai des gros problèmes avec cette façon-là, parce que c'est une façon générale sur tous les sujets, même si c'est des sujets qui nous touchent. Et donc, je pense que c'est vrai que là, de plonger ce matin dans
une anticipation qui n'en est pas vraiment une tant que ça, tant qu'on voit le chemin qu'on est en train de prendre, et de se dire on va être face à ces situations-là. Et c'est vrai que pour moi la question de la boussole, de se dire voilà, quelles sont nos valeurs intrinsèques, quelles sont les choses auxquelles on tient, les choses sur lesquelles on ne veut pas transiger, on ne veut pas négocier, et c'est important de les poser. Et c'est vrai que dans des situations comme ça, il y a des choses, et encore une fois, moi je pense l'avoir vécu, j'allais dire, à notre niveau ces 2 dernières années, quand on s'est mobilisé notamment pour défendre le fait que l'art, la culture étaient des choses essentielles, le lien entre les gens, et de se dire que quand il y a des situations dramatiques, l'isolement, l'opposition, la division, la stigmatisation ne sont pas nos réponses, au contraire, c'est le fait de pouvoir se retrouver, discuter, échanger. Moi je me souviens qu'au lendemain des attentats du Bataclan, du 13 novembre 2015, nous on était en concert ce soir-là. Le soir du 13 novembre, on était en concert en Seine-Saint-Denis, donc à quelques centaines de mètres du Stade de France. Et le lendemain, on avait un autre concert qui a été annulé, bien sûr. Et nous, on avait lancé un appel aux gens à se recueillir. On avait dit, parce qu'il y avait déjà eu le soir même, le Premier ministre de l'époque avait déjà dit on est en guerre, on est en guerre. C'est marrant parce que c'était Manuel Valls à l'époque, et puis on est en guerre de Emmanuel Macron 7 ans après avec le Covid. Donc quand on est en guerre, tout de suite, il y a des choses que la population est prête à accepter. Parce qu'on est en guerre. Et donc il avait dit ce soir-là, on est en guerre, l'état d'urgence avait été promulgué dès le soir même. Et nous, le lendemain, on avait lancé un appel avec des amis, on disait se retrouver, c'est ça l'urgence. Et on appelait à être place de la République à Paris pour se recueillir et pour être ensemble. C'était un moment de silence, les gens pouvaient... Et quand on avait lancé ça, le jour même, donc il faut revenir, contextualiser, on avait été traité de fous, on avait été insulté, même menacé, parce qu'on allait rassembler des gens à un moment où il y avait des terroristes qui couraient, et la police allait devoir s'occuper de nous alors qu'elle a d'autres choses à faire. Alors on était des fous, des irresponsables, des dangereux. Enfin, presque, je me demandais, mince, est-ce que je suis pas un terroriste? Je me suis posé quelques questions, parce qu'on voulait apporter une autre façon de répondre à ce drame, en se disant, nous, il faut qu'on arrive à se retrouver, à se recueillir ensemble, échanger, et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, on était 200, je crois, et c'était un moment très, très calme et très, très important pour nous, parce que aussi c'était de se dire, on traverse cette période-là en lien, et puis on se parle, et puis on est ensemble. Et c'était, déjà à l'époque, moi on avait vu ces 2 chemins. Et tout ça pour dire, quand tu dis, on va devoir s'entraider avec son voisin qui vote Front National, je pense que dans ces moments-là extrêmes, il y a quelque chose qui est plus fort que ça. On retrouve la question de l'humain au fond du fond, c'est-à-dire l'essence humaine de chaque personne, en fait. On sait qu'on vit dans des situations, une époque confuse, avec des pressions médiatiques, quand tu allumes la télé, si tu prends l'exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple-là, tu dis le voisin ou la voisine qui vote Front National, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il y a un désaccord politique profond avec cette personne-là, mais pour peu que cette personne-là, il lui soit arrivé telle ou telle chose, qu'en allumant la télé, que ce soit une personne qui regarde beaucoup la télé, et puis qui lit beaucoup les journaux, et puis ce qu'on dit, oui, la télé, matin, midi et soir, pendant 10 ans, c'était Zemmour. Bon, t'as compris, donc, mais tout ça, voilà. Mais au fond, dans ces situations-là, il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Et moi, c'est ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. On a rencontré des gens qui avaient des parcours différents, des gens qui pensaient être différents de nous, ou nous qui pensions être différents d'eux, sur des sujets importants. Et au fond du fond, quand on revenait à l'essence humaine, on arrivait à se retrouver, on arrivait à se parler, on arrivait même à se comprendre, et on arrivait même à faire des choses ensemble, etc. Et le chemin est celui-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup en montagne. Tu prenais cet exemple-là, en montagne, je veux dire, l'entraide, c'est pas un choix, c'est quelque chose de... J'allais dire, c'est presque dans l'ADN des gens qui vivent là-bas, c'est comme ça, quoi. On s'entraide, on s'apporte, parce qu'on sait que dans tous les cas, on est dans une situation extrême, difficile, délicate, quotidienne. Voilà, quand il y a 50 cm de neige, on se déblaye les uns les autres, on s'apporte de la nourriture les uns les autres, parce qu'on redevient
des êtres humains. Donc je ne vais pas faire l'apologie des situations catastrophiques, mais il y a des choses qu'on peut retrouver, et peut-être que le travail que vous menez, c'est de pouvoir anticiper le fait que c'est ce chemin-là qui peut nous aider à nous en sortir. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, pour revenir sur l'histoire des quartiers, moi c'est ce que j'ai vécu toute mon enfance à Roubaix. Voilà, moi j'étais dans le quartier de la Potennerie, qui était un quartier extrêmement pauvre. Donc voilà, après c'était le quartier, le Puy de la Potennerie, les quartiers ouvriers de l'industrie textile, voilà, et puis post-crise industrielle, et donc une extrême précarité et une extrême solidarité, une extrême entraide, mais comme un mode de vie, j'allais dire, naturel. Et moi c'est ce qui m'a aidé, qui m'a construit. Quand on voit ce que des gens nous disent, mais ce qu'il y a dans votre musique, c'est génial, mais ce qu'il y a dans ma musique, c'est le Roubaix dans lequel j'ai grandi, et c'est tout, voilà, cet amour entre les gens, mais naturel, et c'était pas facile tous les jours aussi, avec, voilà, des fois, voilà, une extrême violence aussi, enfin voilà, le Roubaix qu'on connaît, mais à nous de choisir ce qu'on veut prendre et vers où on veut aller. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Cadot, il a écrit un petit truc aussi, sans haine, sans armes et sans violence. Et je crois effectivement qu'on est devant un risque de scénario dictatorial, et forcément ça va se tendre entre nous, mais aussi au niveau politique, etc. Et donc il faut qu'on cultive une capacité, moi j'ai l'impression que la seule façon c'est le nombre qui nous permettra de résister, mais il faut cultiver de la résistance, il faut cultiver de l'action non violente. Et je crois que c'est un chantier qu'on doit ouvrir aussi, c'est-à-dire comment on s'organise face à un pouvoir qui nous laisse moins de liberté, comment on résiste, et là-dessus Cadour, tout ce que tu fais est à mon avis dans ce sens-là, et donc il va falloir qu'on cultive ça aussi. Et je voudrais dire simplement sur le débat sur la non-violence et l'action non-violente, moi j'ai lu un bouquin, et des gens qui avaient analysé tous les conflits, 200 conflits armés et luttes non-violentes dans le monde, et donc une grosse base de statistiques avec plein de critères pour qu'il n'y ait pas pour que ça soit vraiment comparable, etc. Mais c'est la Palestine, ça part sur la Birmanie, plein de conflits qu'il y a eu pendant le XXe siècle. Et c'est les luttes non violentes ont gagné plus leurs objectifs que les luttes armées. Et quand les luttes armées ont gagné, et derrière, souvent, on est retombé dans des dictatures, voilà. Et donc, il faut qu'on fasse un travail pour dire que l'action non violente, ça s'organise, c'est pas simplement, c'est pas le pacifisme, et donc ça se pratique, c'est comme l'entraide en fait, c'est la même chose, et on doit cultiver ça pour résister et pour ne pas se faire bouffer et ne pas être des moutons devant des ordres qui nous seront donnés, et de dire, attendez, voilà. Et donc c'est aussi un sujet qui, à mon avis, très important. Deuxième thème que nous on propose, c'est la question du travail. C'est une question essentielle. Alors, de deux points de vue, d'une part, par rapport à la population de Roubaix, c'est-à-dire si on veut résister, il faut de la cohésion sociale, il faut le moins d'inégalités possible. Donc, il y a aujourd'hui une énorme inégalité autour du travail. Il y a plein de gens qui sont au chômage ou qui sont dans des boulots de merde, comme on va dire, des bullshit jobs, comme disait un sociologue là, qui a fait Flores, là. Et donc, il y a toute cette partie-là du travail, en fait, on nous dit, oui, il faut aller au travail, il faut aller retravailler, mais il y a plein de gens qui sont malheureux au travail aujourd'hui, alors de toutes sortes, mais il y a énormément de gens qui ne trouvent plus de sens dans le travail. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut se réinterroger sur cette question du travail sous forme d'emploi salarié. Il faut se réinterroger, bien sûr, sur, je reprends allez, ça on reviendra, mais les gens qui sont sans travail ne sont pas inactifs au sens où ils ne font rien de leur journée, et ça et là-dessus je crois que le collectif Rosa Bonheur qui va intervenir apportera des billes pour montrer qu'en fait les gens font plein de choses, et donc il n'y a pas ceux qui sont dans les allocs d'un côté et ceux qui seraient dans le salariat de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus mêlé que ça. Mais en tout cas, il faut réfléchir à cette question du travail aussi pour une autre raison. C'est que si on veut changer la société, si on veut aller vers l'économie de l'entraide, il faut qu'on arrive à dégager du temps pour le faire ensemble.
Et si, moi je vois plein de gens, ils me disent c'est vachement bien, mais j'ai pas le temps. Donc nous, on prend à l'UPC, on dit ouais, c'est la fin du monde, mais désolé, j'ai pas le temps, j'ai mon boulot, mon machin. Bon. Et donc c'est cette question-là qui est devant nous, c'est comment on arrive à dégager du temps, à faire rupture, peut-être partiellement, un petit peu plus, pour dire, ben voilà, une journée par semaine, j'essaie de construire cette économie de l'entraide dans mon quartier, là où j'habite, avec des assos, des machins, des trucs. Nous, partageons notre temps, c'est-à-dire peut-être des gens parmi nous qui ont plus de temps que d'autres qui en ont. Voilà, comment on mutualise tout ça. Et donc cette question du travail, elle est fondamentale. Et donc, là aussi, comment on travaille à une économie de la subsistance, c'est-à-dire en relocalisant nos échanges, en refabriquant des choses ensemble qui pourront supporter des situations de crise et de pénurie. Donc là-dessus, il y a déjà plein de gens qui font des choses dans la ville, mais comment on organise, par exemple, des ateliers municipaux pour que les gens puissent eux-mêmes, par l'entraide, réparer leur voiture, réparer leur logement, se faire à manger, comment on refait de l'agriculture urbaine. Donc toutes ces choses-là, il faut des infrastructures, on ne peut pas simplement faire des petites micro-expériences à droite à gauche. Voilà. Donc ça c'est sur le travail. Ouais, donc j'ai dit. Et puis bon voilà, comment on relocalise l'économie. Sur le travail, Kadour, qu'est-ce que tu en penses? Moi le chômage. Ouais, bon déjà, mais je me mêle pas de politique parce que je suis bien dans mon monde, j'allais dire, politique, enfin pas de politique au sens politicien, mais c'est sûr que quand j'entends des gens qui se disaient être du camp des plus faibles et des précaires opposer le travail et les allocs, ça me... voilà. Bon, bref. Mais non, mais je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que, voilà, s'il y a des gens qui connaissent cette personne, remontez-lui que voilà, même les saltimbanques, moi j'aime bien cette idée que nous on travaille à l'édifice d'un nouveau monde, et quand on dit le travail, alors c'est sûr que c'est compliqué, notamment dans une ville comme Roubaix, très concrètement, c'est ton assiette, c'est ce que tu vas pouvoir avoir comme revenu pour pas te retrouver à la rue, enfin voilà, c'est des situations très concrètes, mais quand on parle du temps de travail, te dire tiens, si y avait une journée où chacun, voilà, c'était un travail d'entraide, de solidarité, qui soit pas le rapport au travail, c'est toujours ce qui est rémunéré, c'est le travail pour lequel on va te donner un salaire qui va te permettre de faire tourner l'économie, etc. Donc ça, un jour peut-être qu'on arrivera à révolutionner tout ça, mais se dire que s'il y a une part de notre travail, de ce qu'on fait, qui puisse être reconnu et même incité, de dire, bah voilà, il y a des gens, je sais pas, autant de jours par semaine, bon, 3-4 jours par semaine, qui travaillent pour toi, pour ton salaire, et il y a un jour, voilà, où on pourrait officiellement, voilà, ça c'est un rêve, mais travailler et être reconnu pour ce travail de solidarité, d'entraide, de construction d'autres modèles alternatifs ou de choses qui sont essentielles pour le bien commun. Dans le cercle associatif, qu'on fait des réunions, qu'on apprend à parler, qu'on apprend à... Et donc ce maillage-là, il est très important. Et il est très très maltraité. Julien et Roger Sucre feront une discussion là-dessus. Mais aujourd'hui, le tissu associatif d'habitants, le tissu associatif de militants, il est très peu soutenu. Et alors, il est compensé par... il y a un tissu associatif humanitaire, philanthropique qui a pris le dessus, mais le tissu associatif, mutualiste et coopératif qu'on avait, il est ouvrier et tout ça, il a tout de même du plomb dans l'aile. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut aussi refabriquer dans une ville comme Roubaix, et donc mettre des moyens, aider les associations, retrouver des subventions de fonctionnement, car une subvention de fonctionnement, elle n'est pas... C'est différent d'un appel à projet et l'attribuer sur l'objet de l'association, et parce qu'on a envie de contribuer à l'intérêt général et on vous donne des moyens pour le faire.
Et donc retrouver ça aujourd'hui, c'est très très important. Et c'est parce que prendre la parole tout seul, c'est difficile tout de même. Par contre, collectivement, dans des petits cercles, et construire des paroles autonomes et collectives dans Roubaix, très diverses, ça peut être les commerçants, ça peut être la CGT, ça peut être l'association des pêcheurs, c'est fondamental. Et donc toute cette vie-là, elle doit être régénérée. Voilà, sur l'association. Tout à fait. Comme il a dit lui. Non, bah oui, on en a connu. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant des années dans une association. On en a créé même 3-4. C'était un élément très dynamique quand on avait un projet. Et c'était bon, voilà, on était obligé de passer par là. Toujours pareil au début, quoi. Une obligation, mais qui après, voilà, ça a généré. Ça a généré beaucoup de fonctionnement, même démocratique, de discussions, voilà, de démarches administratives. Ça a même été formateur, comme tu disais, dans les prises de parole, les prises de décision, etc. Donc c'est des petites choses qui nous nourrissent et qui nous apprennent à construire des choses ensemble. Le quatrième point, c'est la démocratie. Bon, on en a parlé, mais la démocratie, on a mis comme titre débattre sans se battre. Donc la question qui va nous être posée, surtout en situation de tension, c'est d'autoriser l'expression des contradictions. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de désaccords, peut-être, beaucoup de tensions. Et donc, comment on gère nos désaccords? Et donc, il va y avoir des conflits, il va y avoir... Et donc, cette question-là, elle est totalement importante. Et donc, il faut organiser des formes de médiation qui nous permettent de discuter, de créer suffisamment de convivialité dans les rues, dans Roubaix, suffisamment de confiance pour qu'on puisse se parler, ne pas être d'accord avec celui d'en face, mais qu'on continue d'écouter et qu'on soit dans l'idée de on va essayer de bâtir un compromis, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et donc il faut autoriser l'expression des contradictions et ensuite construire des lieux pour arriver à trouver un compromis le plus rapide possible. Et là-dessus, il faut mettre des moyens aussi. Aujourd'hui, on pense qu'il suffit de louer une salle, allumer la lumière, et puis ça marche, quoi. Les gens parlent. Et en fait, on voit que c'est toujours les mêmes jeux, c'est toujours les mêmes qui parlent. Et donc, la proposition qui est là, c'est de faire un service du débat public. C'est-à-dire, alors ça existe, la Commission nationale du débat public, mais adapter ça à Roubaix, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un corps constitué qui ne s'intéresse que à l'expression des uns et des autres, à l'équilibre, à faire que la parole des uns soit, à reformuler ce que disent les uns et les autres pour arriver à ce qu'on s'entende. On a même mis une référence en situation de crise, mais au corps civil de paix. C'est-à-dire comment on a des casques bleus aussi qui seront présents pour éviter que les gens... donc il faut inventer ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont une capacité comme ça. Il y a déjà des histoires de médiateurs dans les villes, mais donner beaucoup plus de force à ces gens-là et à tous ces gens qui entretiennent la parole et qui entretiennent l'écoute et la parole et la discussion et qui lui donnent de l'importance. Et donc aujourd'hui, c'est véritablement ce projet démocratique qui va nous permettre de résister aux situations de crise et aux prises de pouvoir totalitaires. Voilà. La deuxième proposition qui est aussi importante autour de ça, c'est que s'il y a des extrémismes et des attentats et des choses comme ça, il y a aussi, c'est souvent des frustrations en fait, de se sentir exclu de la société. Et donc il faut aussi regarder la question des discriminations de manière beaucoup plus forte et de lutter contre les discriminations. Comment nos organisations, l'entreprise, les services publics, l'école, nous protègent de notre capacité individuelle à discriminer et à même ou à être subir ou à être discriminant. Et donc il faut absolument arriver à ce que nos organisations acceptent la diversité
des citoyens. Voilà. Donc là aussi, ce problème des discriminations, on a été voir, nous, on a visité des expérimentations qui sont faites aux Pays-Bas ou en Belgique, où il y a des grosses plateformes à Rotterdam, c'est un truc qui s'appelle Radar, et où il y a un vrai travail, parce que les discriminations, c'est difficile à faire ressortir, parce que souvent les discriminés ont honte d'avoir été discriminés, et puis le parcours juridique et tout, ça prend des plombes et compagnie, et souvent les discriminants disent ah non, moi je discrimine pas, je suis pas raciste, je suis pas ceci, je suis pas cela, enfin, et tout le monde et donc voilà, et donc il faut qu'il y ait des gens qui analysent en permanence aussi ces questions-là, et qu'on travaille ces questions des discriminations dans toute leur diversité. Mais à Roubaix, il y a tout de même un problème de discrimination raciale qui est sur l'emploi, sur le logement, sur plein de choses, qui est très très dangereux. Donc voilà, c'est le 5e thème qu'on propose dans ce programme. Cadours. Alors moi, sur la laïcité, pour moi, c'est l'un des plus beaux projets de l'humanité. Enfin, d'imaginer des sociétés, parce que dans l'histoire des sociétés, c'est bien toujours venir dans l'histoire, d'avoir ces sociétés multiples, diverses, avec des croyances, des non-croyances, parfois contradictoires, et un socle commun qui est un socle où, laïque, et le fait de se dire que ces gens vivent ensemble, sont heureux d'être ensemble, c'est quelque chose, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est quelque chose de pas simple, de pas, certains diront pas naturel, moi je pense qu'au contraire c'est un chemin, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire en fait, et c'est vraiment, je crois et je suis convaincu de ça, et c'est un chemin, donc c'est pas quelque chose qui aboutit, pour moi aujourd'hui en France ou dans d'autres pays, parce que de faire en sorte que qu'on arrive à créer ce socle commun, cet espace commun où tout le monde se sent respecté, et où il y a un cadre, parce que c'est obligé de dessiner un cadre, de créer un cadre pour faire en sorte qu'il y a un équilibre où à un moment donné on se dit ça y est, et là on est bien ensemble, là on a trouvé quelque chose. Et l'idée c'est d'avoir envie de le chercher, et donc pour ça, oui, ça veut dire qu'il faut poser les choses en confiance. Et c'est pour là où je dis, se souvenant de nos boussoles, de nos valeurs communes qui font qu'on a envie. Et donc c'est un cheminement qui implique le fait de se dire les choses, de poser des cadres ensemble, de construire. Et le problème qu'on a, c'est vrai, le problème qu'on a aujourd'hui en France, je pense, c'est que beaucoup de gens qui se disent être les tenants de la laïcité n'ont pas envie que ça marche. N'ont pas envie que cette société-là, telle qu'elle existe, telle que notre histoire a fait, que il y a cette communauté de destin dans nos villes, dans nos quartiers et dans notre pays, dans nos pays, des gens qui, à un moment donné, on vit dans une époque confuse, où les mots n'ont plus aucun sens, ça c'est aussi un vrai débat, la réappropriation des mots par des gens qui ont des objectifs politiques de division, d'exclusion, qui vont à un moment donné reprendre le mot laïcité. Mais pour moi, la laïcité, c'est ce projet-là, de créer des sociétés où on peut avoir à la fois une communauté commune, de gens qui sont heureux d'être ensemble, de vivre ensemble, et qui sont conscients de chacune, leur croyance, leur non-croyance, leur diversité, et où ce problème-là est réglé, où ce problème-là serait réglé, serait loin derrière, et serait plus un problème en fait, serait plus, la question serait dépassée, parce que on aurait su installer cette société, pour moi c'est un idéal, c'est quelque chose qui est encore à construire, et il faut avoir envie, c'est une question. Merci. Donc ça c'est la présentation. Simplement peut-être sur la méthode, vous dire comment on voit un peu ces temps d'échange pendant 2 jours. Ce qu'on a mis dans le programme, c'est qu'on veut que ça soit dynamique et surtout que chacun prenne la parole et chacun puisse dire moi je pense que, avoir une opinion. On nous a appris à dire non mais
je ne suis souvent ah mais moi j'y connais rien, je suis pas compétent, j'ai rien à dire. On est pris là-dedans par des logiques en fait économiques. On nous a habitués par les diplômes, par les professions, par les machins. À ne plus raisonner politique. C'est-à-dire politique, c'est essayer d'avoir un avis sur l'intérêt général. Donc on voudrait que chacun puisse prendre la parole. Donc les temps d'échange, on fait 1 heure, on a demandé à 2 chercheurs de venir à chaque fois sur chaque thème, un plutôt écolo, un plutôt social dans chaque truc, pour nous inspirer, pour lancer, et donc ils vont intervenir 1 heure. Et la proposition, c'est de ne pas faire un débat dans une grande salle où c'est pas facile forcément de prendre la parole à 100, puis on n'a pas beaucoup le temps de faire du débat à 100. Donc l'idée, c'est de tout de suite, après la conférence inspirante d'1 heure, de se mettre en atelier de 5 à 10 maximum pendant 1 heure. Ce qui permet de vraiment faire connaissance avec des gens dans la salle, et d'avoir un échange minimal qui permet de parler 5-10 minutes chacun et de s'écouter. Et donc on va organiser ça. Donc il y a un certain nombre de volontaires là, qui ont dit OK pour animer ces discussions. Et donc on se répartira en petits cercles, en petits groupes dans la salle là, dans la cour. Il y aura 2 groupes dans la cour. Il y a un groupe dans une salle qui s'appelle 0, enfin il y a un départ groupé pour aller dans le monastère, et on fera 5 ou 6 groupes à chaque fois. Voilà. On demandera aussi aux uns aux autres d'enregistrer avec leur portable la discussion, parce qu'on veut que tous nos échanges soient capitalisés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en l'air, on essaie de travailler la matière que chacun on va produire. Et donc voilà, c'est le jeu qu'on vous propose. Et ça commence à 11h sur la thématique quartier. Donc voilà, on va faire une petite pause là maintenant. Et c'est avec Thomas Kirsbaum, qui est un sociologue qui a étudié la politique de la ville. Et puis Simon Givelet, qui est un architecte et qui est l'animateur du collectif qui anime le lieu ici. Et qui est une autre façon de faire de la ville et de voir l'aménagement notamment des quartiers, qui est très intéressante et très inspirante aussi.